Le 23 janvier 2025, le président Trump signe un décret établissant une réserve stratégique de Bitcoin. Les médias crient au soutien aux crypto-monnaies. Wall Street exulte. Le Bitcoin atteint les 100 000 $. On y voit une démonstration d'innovation et de leadership américain dans le domaine des actifs numériques. Mais c'est une erreur. Cela n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Il s'agit d'une déclaration de guerre. Guerre économique, guerre monétaire, et d'une preuve que les États-Unis entendent instrumentaliser le Bitcoin comme ils l'ont fait avec le dollar. La Chine l'a bien compris. Dans les 72 heures qui suivent, le Parti communiste chinois convoque une réunion d'urgence du comité permanent du bureau politique, le plus haut organe décisionnel du pays, composé de 7 personnes qui contrôlent la vie de 1,4 milliard d'habitants de la deuxième économie mondiale. Cette réunion n'est pas consacrée au commerce, à Taïwan ou à la technologie. Elle porte sur le Bitcoin. Car le décret de Trump n'est pas qu'une simple mesure de politique intérieure. C'est un acte d'agression économique contre la Chine. Et la Chine se prépare à riposter, non par des mots, mais par des actes. Ils mobilisent des ressources à une échelle qui va choquer le monde. Ils se préparent à une compétition pour le contrôle du Bitcoin au niveau étatique. Cette compétition, la course entre les États-Unis et la Chine pour la domination des actifs numériques, va remodeler le système financier mondial. Elle déterminera quel pays contrôlera l'avenir de la monnaie. Et cette course a déjà commencé. Je vais maintenant vous montrer exactement ce que fait la Chine, les contre-mesures spécifiques qu'elle déploie actuellement, pourquoi elle perçoit le décret de Trump sur le Bitcoin comme une menace existentielle et comment cette guerre des monnaies se déroulera au cours des 3 prochaines années. Car il ne s'agit pas de spéculation, c'est la réalité. Et une grande partie du monde l'ignore encore. Tout d'abord, voyons pourquoi la Chine perçoit le décret de Trump sur le Bitcoin comme une déclaration de guerre. Pour le comprendre, il est important de comprendre ce que représente le Bitcoin dans un contexte géopolitique. Le Bitcoin est le premier actif monétaire neutre qui échappe au contrôle de toute nation. Aucun gouvernement ne peut en imprimer davantage. Aucune banque centrale ne peut le manipuler. Aucune armée ne peut la confisquer si elle est correctement sécurisée. Depuis 75 ans, les États-Unis dominent la finance mondiale grâce à leur contrôle du dollar américain. Le dollar est la monnaie de réserve mondiale. 70% du commerce international est réglé en dollars. 60% des réserves des banques centrales mondiales sont détenues en dollars. Cela confère aux États-Unis un pouvoir extraordinaire. Pour commercer du pétrole, il faut des dollars. Pour accéder au système bancaire mondial, il faut des dollars. Et si les États-Unis sont mécontents, ils peuvent vous exclure du système du dollar. C'est le pouvoir de la domination économique comme arme. Les États-Unis l'ont utilisé à maintes reprises. Sanctions contre la Russie, l'Iran et le Venezuela, gel des réserves de dollars de l'Afghanistan, exclusion de pays du système de paiement international SWIFT. Chaque fois que les États-Unis agissent ainsi, le reste du monde prend conscience de sa vulnérabilité. Il réalise que ses actifs, ses réserves et sa capacité à commercer peuvent lui être retirés s'il déplaît à Washington. Alors, il cherche des alternatives. Depuis des décennies, la Chine tente d'internationaliser le yuan, d'en faire une monnaie de réserve capable de rivaliser avec le dollar. Elle a créé des lignes de swap de yuan avec de nombreux pays. Elle a essayé de régler les échanges pétroliers en yuan. Elle a fait pression pour son inclusion dans le panier des droits de tirage spéciaux, DTS-MI. Mais toutes ces tentatives ont échoué. Le yuan ne représente que 2,7% des réserves mondiales. Pourquoi? Parce que personne ne fait confiance à la Chine. Le Parti communiste exerce un contrôle absolu sur le yuan. Il manipule sa valeur. Il restreint les flux de capitaux. Il peut le dévaluer du jour au lendemain à sa guise. Le monde utilise donc toujours le dollar, même s'il est mécontent de la domination américaine. Il n'a pas d'autres options, du moins jusqu'à l'arrivée du Bitcoin. Le Bitcoin est différent. Il est sans État, décentralisé et son offre est fixe. Aucune entité ne le contrôle. Pour la Chine, le Bitcoin offre une échappatoire potentielle à la domination du dollar américain, sans que le monde ait à faire confiance aux institutions chinoises. Si le commerce mondial pouvait être réglé en Bitcoin plutôt qu'en dollars, les États-Unis perdraient leur principal atout.
C'est pourquoi la Chine a adopté le Bitcoin depuis des années, malgré sa réglementation stricte. Mais elle perçoit aussi les risques. Car si le Bitcoin devient un actif de réserve mondiale majeur, le pays qui en possède le plus aura une influence considérable. Pas un contrôle absolu comme avec le dollar, mais une influence significative. Et si les États-Unis prennent les devants, s'ils accumulent 1 million de Bitcoin avant la Chine, alors le Bitcoin deviendra une autre version du dollar, un actif que les États-Unis pourront utiliser comme une arme. C'est ce que représente le décret de Trump pour la Chine, une déclaration de la volonté américaine de dominer le Bitcoin, d'amasser une réserve massive avant tout autre pays, de transformer le Bitcoin en une bifurcation du dollar, un actif stratégique des États-Unis, et non une alternative neutre au système monétaire actuel. Et la Chine ne peut pas laisser cela se produire. Car si l'Amérique réussit, la Chine perdra simultanément le système du dollar dont elle cherche à s'affranchir, et l'alternative, le Bitcoin, qu'elle espère voir remplacer l'ordre financier actuel. Cela signifie que la Chine restera prisonnière de la domination financière américaine pour une génération de plus. C'est pourquoi le décret de Trump a forcé la Chine à réagir. Elle n'avait d'autre choix que de s'engager dans une course à l'accumulation de Bitcoin. C'était une véritable course aux armements qui a commencé dès la signature du décret par Trump. Voyons maintenant ce que fait la Chine. Sa riposte se déploie sur plusieurs fronts. Le premier est le minage de Bitcoin. En 2021, la Chine a interdit le minage de Bitcoin, invoquant des raisons de consommation d'énergie et de non-respect des engagements de neutralité carbone. Voilà la version officielle. La véritable raison est le contrôle. Le gouvernement chinois ne parvenait pas à contrôler le minage de Bitcoin effectué par des particuliers dans le pays. Il l'a donc interdit. Les mineurs sont partis au Kazakhstan, aux États-Unis et en Russie. Le taux de hachage mondial de la Chine est passé de 75% à presque zéro en seulement 6 mois. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'interdiction n'a jamais été absolue. Le minage contrôlé par l'État s'est poursuivi. Des organisations liées au gouvernement, des entreprises énergétiques publiques, des sociétés technologiques proches de l'armée, toutes continuent de miner discrètement du Bitcoin dans des zones sécurisées, comme la Mongolie intérieure, le Xinjiang et le Sichuan pendant la saison des pluies, lorsque l'énergie hydroélectrique est abondante. Ce taux de hachage n'est pas enregistré comme provenant de Chine, car il transite par des VPN et des pools de minage enregistrés à l'étranger. Mais le minage se poursuit, et les bitcoins continuent de s'accumuler dans des portefeuilles contrôlés par l'État. Les estimations varient, mais des sources bien informées indiquent que la Chine a miné entre 50 000 et 150 000 bitcoins depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction. Tous stockés dans des portefeuilles appartenant à la force de soutien stratégique de l'Armée populaire de libération. Cette unité est responsable de la cyberguerre et des opérations d'information. Elle gère les réserves de Bitcoin de la Chine de la même manière que le Trésor américain gère ses réserves d'or. Le décret de Trump a complètement changé la donne. Une semaine après l'annonce de la décision, la Chine a discrètement levé les restrictions sur le minage de Bitcoin contrôlé par l'État. Aucune annonce officielle n'a été faite. Bien qu'aucun changement de politique officielle n'ait été annoncé, les gouvernements provinciaux de Mongolie intérieure, du Xinjiang et du Qinghai ont reçu la directive. Les entreprises publiques d'électricité sont désormais autorisées à fournir leur surplus d'électricité aux installations de minage de Bitcoin. Les organisations agréées par le gouvernement peuvent exploiter des fermes de minage en toute impunité. Le Parti communiste mobilise ainsi l'immense capacité de production d'électricité de la Chine pour miner du Bitcoin à grande échelle. Cette capacité est sans précédent. La Chine produit plus d'électricité que n'importe quel autre pays de l'histoire. 28 000 TWh par an, soit plus que les États-Unis et l'Inde réunis. Une grande partie de cette électricité est produite à partir de centrales au charbon dans des régions reculées où le transport vers les zones urbaines est complexe. Cette électricité est actuellement gaspillée, mais pourrait servir à alimenter les mineurs de Bitcoin. La Chine réoriente désormais cette électricité vers le minage de Bitcoin. Elle construit des fermes de minage au Xinjiang, en Mongolie intérieure
et dans les provinces de l'Ouest. Ces fermes, détenues par l'État et sans contrainte légale, offrent une électricité quasi illimitée à prix coûtant. L'objectif est d'atteindre 20 à 30% de la puissance de hachage mondiale d'ici fin 2026. Si cet objectif est atteint, la Chine extraira environ 140 bitcoins par jour, soit 51 000 bitcoins par an. La Chine pourrait ainsi ajouter 150 000 bitcoins supplémentaires grâce au seul minage au cours des 3 prochaines années. Avec ses avoirs actuels, la Chine pourrait contrôler entre 250 000 et 300 000 bitcoins d'ici 2028. Il s'agit d'une réponse directe à l'objectif d'1 million de bitcoins fixé par Trump. La Chine ne peut atteindre ce million, mais elle pourrait en accumuler suffisamment pour empêcher les États-Unis de former un monopole. Suffisamment pour rester un acteur majeur dans tout système monétaire où le bitcoin deviendrait central. Deuxième axe, les achats sur le marché libre. La Chine détient 3 200 milliards de dollars de réserves de change, les plus importantes au monde. Une grande partie de ces réserves est constituée de bons du Trésor américain et de dollars, des actifs dont elle souhaite se défaire progressivement. Elle réduit régulièrement ses avoirs en bons du Trésor depuis des années, passant de 1 300 milliards de dollars en 2013 à 731 milliards aujourd'hui. Elle achète également de l'or. Elle en a ajouté plus de 1000 tonnes ces 3 dernières années. Les réserves officielles s'élèvent désormais à 2350 tonnes. Les réserves non officielles, détenues par les institutions étatiques et l'armée populaire de libération, sont estimées à 6000 tonnes, voire plus. Or, l'or est un actif physique. Il est lourd et difficile à transporter. Le Bitcoin est numérique, sans frontières et infiniment portable. Idéal pour un pays souhaitant diversifier ses réserves sans l'aval des États-Unis. Après le décret de Trump, les institutions d'investissement chinoises contrôlées par l'État ont commencé à accumuler des bitcoins via des marchés de gré à gré, OTC, et non sur les marchés boursiers. Sur ces marchés, les gros investisseurs peuvent acheter des bitcoins sans influencer le cours du marché. Ils achètent par l'intermédiaire d'intermédiaires à Singapour, Hong Kong et en Suisse, de sociétés écrans, de fonds souverains et d'entreprises publiques opérant via des filiales offshore. La Banque populaire de Chine ne peut pas acheter officiellement de Bitcoin, car cela impliquerait de modifier sa politique en matière d'actifs de réserve et de reconnaître implicitement le Bitcoin comme monnaie légale. Mais les entités liées à l'État le peuvent et elles achètent. Selon les estimations, la Chine aurait acquis ou serait en train d'acquérir entre 50 000 et 80 000 bitcoins sur le marché de gré à gré depuis fin janvier 2025, à un prix moyen oscillant entre 90 000 et 100 000 dollars. Cela représente entre 5 et 8 milliards de dollars, une infime fraction des 3 200 milliards de dollars de réserves chinoises, mais un montant considérable dans l'univers du Bitcoin. 50 000 bitcoins, c'est plus que ce que détient le Salvador, plus que la plupart des entreprises cotées en bourse. La Chine se positionne ainsi comme un acteur majeur du secteur, et le rythme des acquisitions s'accélère. Des sources du renseignement affirment que la Chine a approuvé des achats de Bitcoin à hauteur de 30 milliards de dollars via des entités étatiques au cours des 3 prochaines années. Si elle était déployée, cette technologie pourrait représenter entre 250 000 et 300 000 bitcoins selon le cours. En tenant compte de la production minière, la Chine pourrait contrôler 500 000 bitcoins, voire plus, d'ici 2028. Cela représente la moitié de l'objectif américain d'1 million de bitcoins. Et c'est suffisant pour garantir à la Chine une place à la table des négociations dans tout futur système monétaire basé sur le bitcoin. Troisièmement, les Nations Unies numériques. La Chine développe une monnaie numérique de banque centrale, le yuan numérique ou eCNY, depuis 2014. Elle mène le plus grand programme pilote de monnaie numérique de banque centrale au monde. Plus de 260 millions de personnes ont utilisé des portefeuilles en yuan numérique pour un volume total de transactions dépassant les 100 milliards de dollars. L'objectif était de créer une monnaie numérique programmable et contrôlée par l'État pour concurrencer le dollar dans
dans le commerce international. Mais le yuan numérique se heurtait à un problème fondamental. Personne en dehors de la Chine ne souhaitait l'utiliser car il était étroitement contrôlé par le Parti communiste. Le gouvernement pouvait geler les comptes, surveiller chaque transaction et dévaluer la monnaie à sa guise. Il s'agissait d'une forme de monnaie de surveillance. De ce fait, son adoption internationale était quasi nulle. Mais le décret présidentiel de Trump sur le Bitcoin a offert à la Chine une nouvelle stratégie. La Chine présente désormais le yuan numérique comme une monnaie adossée au Bitcoin, non pas entièrement, mais partiellement, grâce aux réserves de Bitcoin. Le message est subtil mais clair. Le yuan numérique sera convertible en Bitcoin au taux officiel fixé par la Banque populaire de Chine. Cela rend le yuan numérique plus attractif que la monnaie fiduciaire traditionnelle, tout en préservant le contrôle de l'État. La Chine pourrait émettre un yuan numérique avec la garantie qu'il est adossé à un actif en constante appréciation, le Bitcoin, qui ne présente aucun risque de contrepartie. Elle pourrait également proposer aux autres pays l'utilisation du yuan numérique pour le commerce, avec la promesse de sa conversion en Bitcoin en cas de besoin. Ceci constitue un défi direct au dollar, qui n'est adossé à aucun actif, si ce n'est la puissance militaire et la domination économique des États-Unis. Si la Chine proposait un yuan numérique adossé au Bitcoin pour le commerce international, de nombreux pays seraient intéressés. La Russie, l'Iran, le Venezuela, le Pakistan, certaines régions d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, des pays hostiles aux États-Unis ou cherchant à réduire leur dépendance à l'égard de l'influence américaine, commenceraient à accepter le yuan numérique dans leurs transactions. Progressivement, la part du commerce mondial réglé en dollars diminuerait. La stratégie de la Chine dans la guerre des monnaies ne vise pas à remplacer le dollar d'un seul coup. L'objectif est d'éroder la domination du dollar par petites étapes. Chaque transaction réglée en yuan numérique est une transaction sans dollars. Chaque banque centrale détenant des réserves de yuan numérique réduit ses réserves de dollars. Sur une période de 10 à 20 ans, l'équilibre des pouvoirs se modifiera. Et le Bitcoin, en tant qu'actif de garantie, rend cela possible. C'est pourquoi le décret de Trump a forcé la Chine à agir. Car si les États-Unis accumulent d'abord des bitcoins et émettent un dollar adossé au bitcoin, ou une obligation du trésor adossée au bitcoin, la stratégie chinoise s'effondrera. La course est officiellement lancée. Quatrièmement, la coordination au sein du bloc BRICS. Les BRICS forment une alliance regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le bloc, récemment élargi, inclut désormais l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Ensemble, ces pays représentent 45% de la population mondiale et 35% du PIB mondial. Ils discutent depuis des années d'alternatives au dollar, mais la coordination a toujours été difficile en raison d'un manque de confiance. La Russie se méfie de la Chine. L'Inde se méfie de la Chine. Le Brésil ne fait confiance à aucun des deux. Cependant, le décret présidentiel de Trump sur le Bitcoin a permis de dégager un consensus, car ils perçoivent désormais une menace commune. Les États-Unis instrumentalisent le Bitcoin comme ils l'ont fait pour le dollar. Lors du sommet des BRICS à Kazan, en Russie, en octobre 2024, les membres ont évoqué la création d'une monnaie ou d'un système de paiement commun. Les détails étaient alors flous, mais après le décret de Trump, les discussions se sont accélérées. La Chine propose actuellement un fonds de réserve Bitcoin des BRICS. Il s'agit d'une réserve collective, alimentée par les contributions en Bitcoin de chaque pays membre et gérée par une organisation multilatérale. Imaginez un système similaire aux droits de tirage spéciaux, du FMI, mais adossé au Bitcoin plutôt qu'à des monnaies fiduciaires. La proposition est encore en cours de négociation, mais sa structure se dessine. Chaque membre des BRICS contribuerait en Bitcoin proportionnellement à son PIB. La Chine contribuerait à hauteur de 40%, l'Inde de 15%, la Russie de 10%, et le Brésil et les autres pays se partageraient le reste. L'objectif total se situe entre 500 000 et 1 million de Bitcoin. Ce fonds de réserve servirait de base au système de paiement des BRICS. Lorsque le Brésil vend du soja à la Chine, le paiement serait effectué en monnaie des BRICS adossée au Bitcoin. Ni dollar, ni SWIFT, ni contrôle américain. C'est le pire scénario pour l'hégémonie américaine.
un système financier parallèle, adossé à des actifs tangibles, Bitcoin et or, permettant à la moitié du monde d'effectuer des transactions sans utiliser le dollar. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra 5 à 10 ans pour que le système soit pleinement opérationnel. Mais le décret de Trump le rend inévitable, car les États-Unis ont clairement indiqué leur intention de dominer unilatéralement le monde du Bitcoin. Le reste du monde s'unit donc pour l'en empêcher. La Chine est à la tête de cet effort, non par altruisme, mais parce qu'un système multilatéral adossé au Bitcoin sert bien mieux ses intérêts qu'un monopole américain. Et il sert également les intérêts de tous les autres. C'est ainsi que se forment les alliances. Les menaces communes engendrent un consensus. Permettez-moi maintenant une comparaison historique, car une situation similaire s'est déjà produite. En 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissants alliés se sont réunis à Bretton Woods, dans le New Hampshire, pour concevoir le système monétaire d'après-guerre. Deux modèles concurrents ont émergé. Le plan américain proposé par Harry Dexter White et le plan britannique proposé par John Maynard Keynes. Keynes proposait une monnaie internationale neutre, appelée Bancor. Elle serait émise par une banque centrale mondiale et adossée à un panier de biens, dont l'or. Chaque pays réglerait ses échanges commerciaux via Bancor. Aucun pays ne la contrôlerait. Ce serait une monnaie véritablement internationale, neutre et équitable. Le plan de White était plus simple. Le dollar deviendrait la monnaie de réserve mondiale. Le dollar serait adossé à l'or à un taux de 35 $ l'once. Toutes les autres monnaies étaient indexées sur le dollar. Elles étaient donc indirectement garanties par l'or. Mais en réalité, le monde entier utilisait le dollar. Finalement, l'Amérique l'emporta. La Grande-Bretagne, épuisée et ruinée après la guerre, ne put résister. Bretton Woods accepta le plan américain. Le dollar devint la monnaie de réserve mondiale. Pendant 27 ans, le système fonctionna bien. Mais ensuite, l'Amérique commença à tricher. Le coût de la guerre du Vietnam était trop élevé. Les programmes de la grande société étaient trop onéreux. Les États-Unis imprimèrent plus de dollars qu'ils n'en détenaient en or pour les garantir. En 1971, les gouvernements étrangers s'en aperçurent. La France exigea de l'or pour les dollars. La Grande-Bretagne exigea de l'or. La Suisse, l'Allemagne, le Japon, tous exigèrent de l'or. Les réserves d'or américaines s'épuisaient rapidement. Le 15 août 1971, le président Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Il a annoncé une suspension temporaire de cette convertibilité. Cette suspension, qualifiée de temporaire, dure depuis 54 ans. Le dollar est devenu une monnaie fiduciaire pure, adossée à aucun actif physique, autre que la pleine confiance et le crédit du gouvernement américain. Ce système a perduré pendant 50 ans, car les États-Unis sont restés la superpuissance militaire et économique dominante. Mais cette domination s'érode et le monde se tourne à nouveau vers des alternatives. À l'instar de ce que Keynes proposait en 1944, le Bitcoin fait aujourd'hui office de Bancor moderne, un actif monétaire neutre qu'aucun pays ne contrôle. C'est précisément pourquoi il représente une menace pour les États-Unis. Car si le monde adopte le Bitcoin comme actif de réserve, les États-Unis perdront leur privilège dominant, celui d'émettre la monnaie de réserve mondiale. La Chine l'a bien compris. Elle a tiré les leçons de Bretton Woods. Il constate que les États-Unis ont dominé la scène internationale pendant 80 ans grâce à leur contrôle du système monétaire international. La Chine ne souhaite pas substituer sa propre domination à celle des États-Unis. Ils savent que le monde ne l'acceptera pas. La Chine souhaite un système multipolaire où le Bitcoin est un actif de réserve neutre et où le yuan, le dollar, l'euro et les autres devises sont en concurrence sur la base de leur mérite. C'est pourquoi la Chine promeut les BRICS, les réserves de Bitcoin et un yuan numérique adossé au Bitcoin, plutôt que de chercher à faire du yuan la seule monnaie de réserve. Elle a tiré les leçons de l'histoire. La domination unilatérale crée des ennemis. Les systèmes multilatéraux engendrent la stabilité. La Chine pense à long terme, elle joue une stratégie sur un siècle. À l'inverse, les États-Unis, avec le décret présidentiel de Trump, jouent une stratégie à court terme, cherchant à dominer le Bitcoin avant les prochaines élections. C'est ce contraste entre une vision à court terme
et une stratégie à long terme qui permettra à la Chine de gagner cette nouvelle guerre des monnaies, non pas en vainquant les États-Unis, mais en créant un système alternatif qui séduise suffisamment de pays. Voici le calendrier de cette guerre des monnaies. 2025, premier pas. Trump signe un décret sur le Bitcoin en janvier. La Chine réagit en mobilisant ses capacités de minage et en achetant de gré à gré. La Russie annonce qu'elle acceptera le Bitcoin comme moyen de paiement pour le pétrole et le gaz. L'Iran commence à miner du Bitcoin en utilisant son surplus de gaz naturel. L'Arabie saoudite, prise en étau entre les États-Unis et la Chine, accumule discrètement des Bitcoins via ses fonds souverains. L'Inde, fidèle à son indépendance, annonce la constitution de réserves de Bitcoin distinctes de celles des BRICS. Le contexte est marqué par l'ambiguïté. Personne ne sait qui achète et combien. Les prix fluctuent énormément. Le Bitcoin oscille entre 80 000 et 150 000 $. À la fin de l'année, les États-Unis détiennent environ 150 000 Bitcoins, acquis par confiscation et achat. La Chine en détient environ 150 000, grâce au minage et aux achats de gré à gré. La Russie en détient environ 50 000. Les BRICS en détiennent 300 000 au total. La compétition est serrée, mais la tendance est claire, les pays accumulent. 2026, phase d'accélération. Les États-Unis intensifient leurs achats. Le Trésor autorise les achats sur le marché libre. La Réserve fédérale crée un service de conservation des bitcoins. Les États-Unis achètent 250 000 bitcoins supplémentaires par le biais de transactions directes et d'accords stratégiques. Les réserves totales de bitcoin des États-Unis s'élèvent à 400 000 BTC. La Chine réagit en augmentant sa puissance de hachage à 25% du réseau mondial. Elle achète 150 000 bitcoins supplémentaires via des plateformes de gré à gré et des réseaux d'intermédiaires. Les réserves totales de la Chine atteignent 300 000 bitcoins. Un fonds de réserve de bitcoin des BRICS est officialisé. Les membres y contribuent. Les réserves totales des BRICS s'élèvent à 600 000 bitcoins, dont 40% sont contrôlés par la Chine. La Chine contrôle donc directement 300 000 bitcoins et indirectement 240 000 autres via les BRICS. La Russie tire parti de son avantage énergétique. Elle annonce la mise en service d'installations de minage de bitcoin alimentées au gaz naturel brûlé. Elle mine 50 000 bitcoins supplémentaires. L'Iran fait de même, avec 25 000 bitcoins. Le Moyen-Orient commence à accepter le bitcoin dans les transactions pétrolières, d'abord modestement, 5% en bitcoin, puis jusqu'à 10%. Fin 2026, 15% du commerce mondial de pétrole accepte le bitcoin comme moyen de paiement. C'est le début du système pétro-bitcoin, qui sape directement le système pétrodollar, fondement de la domination américaine depuis les années 1970. 2027 devient l'année de la crise. Le prix du Bitcoin s'envole à 300 000 $ face à une ruée des pays. Les investisseurs particuliers et les institutions financières sont exclus du marché. La volatilité des marchés atteint des niveaux extrêmes. Les États-Unis annoncent que leurs avoirs en Bitcoin ont atteint 650 000 unités, soit les 2/3 de leur objectif d'1 million de Bitcoin. Mais le déficit budgétaire explose. La guerre commerciale avec la Chine entraîne une chute de la croissance du PIB. Les recettes budgétaires s'effondrent. Le gouvernement doit emprunter 5 000 milliards de dollars par an. Le marché obligataire se déstabilise. La Réserve fédérale est contrainte d'imprimer de la monnaie pour racheter des bons du Trésor. Le dollar américain s'affaiblit. La Chine y voit une opportunité. Elle annonce la création de son yuan numérique officiel, adossé à des réserves de Bitcoin. Un yuan numérique peut être converti directement en une certaine quantité de Bitcoin au taux de change annoncé par l'État. Il s'agit d'une véritable frappe monétaire nucléaire, car elle confère au yuan numérique une valeur monétaire plus forte que le dollar américain. Les pays détenant des réserves de yuan numérique possèdent désormais indirectement des bitcoins sans avoir à les conserver eux-mêmes. L'adoption s'accélère. La Russie, l'Iran, le Venezuela, le Pakistan et une grande partie de l'Afrique commencent à utiliser le yuan numérique dans leurs échanges commerciaux avec la Chine. Les pays BRICS initient le règlement des échanges intra-blocs en utilisant des monnaies BRICS
adossé à des réserves de Bitcoin. Environ 20% du commerce mondial s'effectue désormais en dehors du système du dollar américain. La part du dollar dans les réserves mondiales de change est passée de 58% à 50%. Pour la première fois en 75 ans, le dollar n'est plus l'actif de réserve majoritaire. Il s'agit d'un tournant historique. La domination du dollar cède la place à une participation au dollar. Les États-Unis demeurent la première économie mondiale. Le dollar reste la monnaie la plus utilisée, mais il n'est plus une puissance absolue et incontestée. Le monde devient véritablement multipolaire et le Bitcoin devient l'actif neutre au centre. D'ici 2028 et au-delà, un nouvel ordre émerge. Le Bitcoin se stabilise entre 500 000 et 1 million de dollars par unité. Les pays détiennent au total plus de 3 millions de Bitcoin, soit environ 15% du nombre maximal de Bitcoin qui existeront jamais. Le reste appartient aux pionniers, aux entreprises et aux investisseurs individuels qui ne vendent jamais. Le système monétaire mondial est divisé en deux. L'Occident, basé sur le dollar américain, les bons du Trésor américain, les alliés de l'OTAN, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, constitue la sphère d'influence traditionnelle des États-Unis. L'Orient, basé sur les BRICS, les monnaies numériques adossées au Bitcoin et les devises des BRICS, se trouve dans la sphère d'influence chinoise aux côtés de la Russie, de l'Iran et des pays intermédiaires. Les deux systèmes utilisent le Bitcoin comme actif de réserve, mais chacun possède son propre mécanisme de gouvernance. La méfiance règne entre les deux camps. Le Bitcoin devient ainsi une couche de paiement neutre. Lorsque l'Occident commerce avec l'Orient, le paiement final est effectué en Bitcoin, ni en dollars américains, ni en yuan, mais en Bitcoin. Il s'agit d'un nouveau Bretton Woods, où le Bitcoin remplace le dollar américain comme unique actif de réserve. Les monnaies fiduciaires ne sont en concurrence qu'à un niveau secondaire. Cet ordre est complexe et volatile, mais plus équilibré que le pouvoir unipolaire des États-Unis. Plus important encore, c'est ce que la Chine a toujours souhaité. Non pas la domination chinoise, mais un système où elle est l'égale des États-Unis. Un système où le yuan et le dollar américain coexistent, où Pékin exerce une influence égale à celle de Washington. La guerre des monnaies, déclenchée par le décret présidentiel 2025 de Donald Trump, ne se conclut ni par une victoire américaine, ni par une victoire chinoise, mais par un statu quo, un ordre monétaire multipolaire où le Bitcoin devient l'actif de réserve ultime. La géopolitique déterminera la monnaie fiduciaire que vous utiliserez au quotidien. Voyons maintenant qui gagne et qui perd dans ce scénario. Gagnant, la Chine. Elle atteint son objectif, se libérer de la domination unipolaire du dollar américain et créer un système multilatéral où son influence est égale à celle des États-Unis. Le yuan devient une monnaie véritablement internationale, adossée au Bitcoin et digne de confiance. La Chine ne remplace pas les États-Unis, mais elle n'en a pas besoin. L'égalité est déjà une victoire. Quant à la Russie, elle tire parti de son avantage énergétique pour le convertir en actif Bitcoin. Leurs réserves ne sont plus vulnérables aux sanctions occidentales. Ils peuvent commercer avec la Chine, l'Iran et d'autres pays grâce à un système adossé au Bitcoin. Les sanctions occidentales perdent leur sens. Les pays BRICS, Brésil, Inde, Afrique du Sud et autres, recouvrent leur souveraineté monétaire. Ils ne sont plus contraints d'utiliser le dollar, ni soumis à la pression financière des États-Unis. Ils commercent dans leur propre monnaie, garantie par les réserves de Bitcoin des BRICS. Les premiers détenteurs de Bitcoin, qui en ont acheté à 1 000 $, 10 000 $, 50 000, et les ont conservés malgré les fluctuations du marché, ont constitué des fortunes considérables lorsque le Bitcoin a atteint entre 500 000 $ et 1 million de dollars. Ils possédaient l'actif de réserve neutre que les nations convoitaient. Les partisans de l'étalon or détenaient également des bitcoins. Ils ont diversifié leurs investissements dans les deux actifs tangibles. L'or a atteint 10 000 $ l'once, les banques centrales continuant d'en acheter. Le bitcoin a atteint 1 million de dollars. Ils ont préservé leur patrimoine durant la transition monétaire. Le grand perdant, le gouvernement américain. Ils ont perdu leur domination absolue. Le dollar conservait son importance, mais n'était plus le roi incontesté.
La capacité des États-Unis à utiliser les sanctions comme une arme s'est amoindrie. Ils pouvaient toujours imposer des sanctions au sein du système occidental, mais le système oriental les ignorait. Ce fut une perte géopolitique majeure. Les détenteurs de dollars ont également souffert. Le dollar a perdu 30 à 40% de son pouvoir d'achat durant cette transition. L'inflation est apparue suite à la création monétaire. La monnaie a perdu de la valeur à mesure que son statut de monnaie de réserve mondiale s'érodait. Les détenteurs d'espèces et d'obligations libellées en dollars ont été ruinés. L'Union européenne s'est avérée une protection moins efficace. Elle a tenté de créer un euro numérique, mais personne n'a voulu l'utiliser. Finalement, elle s'est retrouvée prise en étau entre les systèmes financiers américains et chinois. L'euro est resté une monnaie régionale, sans jamais accéder au statut de monnaie mondiale. Ceux qui détenaient de petites quantités de Bitcoin et les ont vendus trop tôt ont également perdu de l'argent. Il s'agit de personnes qui ont vendu leur Bitcoin à 50 000 $, pensant avoir réalisé un bon profit, puis ont vu leur prix grimper jusqu'à 1 million de $. Ils ont raté le plus grand transfert de richesse de l'histoire. Ils en possédaient, mais ils ne l'ont pas conservé. Les investisseurs particuliers et les détenteurs d'actifs traditionnels, comme les actions et les obligations, ont également perdu de l'argent lors de cette transition monétaire. Forte inflation, incertitude géopolitique, récession en 2027. Le S&P 500 stagne depuis 5 ans. Forte perte réelle. Des décennies d'économie s'évaporent. Alors que faire? Premièrement, il faut comprendre que cette guerre des monnaies est en cours, que vous y participiez ou non. Les États-Unis et la Chine se disputent la domination du Bitcoin. La quantité de Bitcoin que vous détenez n'a rien à voir avec les pays en présence, mais votre patrimoine personnel est directement affecté par l'issue de ce conflit. Deuxièmement, détenez du Bitcoin, non pas parce que les États-Unis ou la Chine vont gagner, mais parce que les deux camps accumulent des bitcoins. Lorsqu'un pays cherche à acquérir un actif, son prix augmente. C'est la loi fondamentale de l'offre et de la demande. La flambée jusqu'à 1 million de dollars par bitcoin n'est pas de la spéculation. C'est le résultat mathématique de la compétition entre les plus grandes entités de l'histoire pour la possession d'un actif à l'offre fixe. Troisièmement, ne laissez pas tous vos bitcoins sur les plateformes d'échange. Les pays exerceront des pressions sur elles. Les États-Unis exigeront des données KYC. La Chine imposera sa coopération aux plateformes d'échange asiatiques. Les bitcoins laissés sur les plateformes d'échange sont vulnérables aux actions gouvernementales. Optez pour l'autoconservation, portefeuille matériel, signature multiple, stockage hors ligne. Lorsque vous contrôlez vos clés privées, ni les États-Unis ni la Chine ne peuvent les confisquer en cas de guerre des devises. Quatrièmement, diversifiez légalement vos avoirs, régionalement. Si vous êtes américain, envisagez de détenir une partie de vos bitcoins via des entités offshore. Singapour, Suisse, des juridictions qui ne se conformeront pas automatiquement aux demandes du gouvernement américain. Si vous êtes chinois, transférez vos bitcoins hors de Chine. Compte crypto préexistant à Hong Kong, plateforme d'échange offshore, services de conservation internationaux. Ne laissez pas votre gouvernement monopoliser l'accès à vos bitcoins. Cinquièmement, détenez de l'or comme couverture. Le bitcoin est au cœur de la guerre des devises, mais l'or est un actif de réserve traditionnel. Les banques centrales accumulent les deux. Si le bitcoin rencontre des problèmes techniques ou fait l'objet d'attaques juridiques, l'or constituera une valeur refuge. Entre 10 et 20% de votre portefeuille d'actifs tangibles devrait être investi en or, stocké dans des coffres-forts indépendants, hors du système bancaire. Sixièmement, préparez-vous à une volatilité extrême. Les guerres des devises sont par nature chaotiques. Le Bitcoin connaîtra de fortes fluctuations, de 100 000 à 200 000, puis redescendre à 120 000, puis à 350 000, avant de retomber à 200 000. Ces fluctuations seront dues aux achats de certains pays, aux décisions juridiques et aux événements géopolitiques. Gardez votre calme. N'essayez pas de spéculer. Contentez-vous de conserver vos positions. La tendance à long terme est haussière, car l'offre est fixe et la demande des pays est structurelle et non spéculative.
Septièmement, soyez attentifs aux signes. L'annonce par la Chine d'un yuan numérique adossé au Bitcoin a constitué une escalade majeure. La formalisation des réserves de Bitcoin par les BRICS représentera une avancée significative. Lorsque les pays producteurs de pétrole commenceront à accepter le Bitcoin en échange d'énergie, ce sera un moment décisif pour le Bitcoin. Chaque signe en est l'annonce d'une guerre des monnaies en cours. Chaque signe contribue à la hausse du Bitcoin. Suivez l'actualité. Comprenez le contexte géopolitique. Positionnez-vous en conséquence. Et soyons clairs, le décret de Trump sur le Bitcoin est bien plus qu'une simple mesure de politique intérieure. C'est une déclaration de guerre économique. La Chine l'a immédiatement compris. Elle réagit en mobilisant sa capacité de minage, en effectuant des achats sur le marché libre, en déployant le yuan numérique, en augmentant les garanties en Bitcoin et en coordonnant ses actions avec les BRICS. C'est une guerre des monnaies. Les États-Unis contre la Chine pour la domination du futur système monétaire. Le vainqueur reste à déterminer, mais le conflit est inévitable. Le Bitcoin est un champ de bataille et tous ceux qui en détiennent y participent, qu'ils en soient conscients ou non. La feuille de route est claire. 2025, les premiers pas. 2026, la phase d'accélération. 2027, la crise et le point de bascule. 2028, le nouvel ordre monétaire. L'objectif de prix est de 500 000 à 1 million de dollars par Bitcoin d'ici 2028. Et ce, non pas grâce au flux d'ETF ou à la participation des particuliers, parce que les nations, en tant qu'entités souveraines, se disputent une ressource limitée. L'offre ne peut être augmentée. La demande est structurelle et massive. Le calcul est simple. Si vous comprenez la situation, vous serez bien positionné dès maintenant. Accumulez des bitcoins tant qu'ils sont inférieurs à 200 000. Transférez-les en dépôt sécurisé. Diversifiez vos investissements dans différentes juridictions. Conservez vos bitcoins malgré la volatilité, car la guerre des monnaies a commencé. Et cette guerre ne prendra fin que lorsqu'un système dominera ou que les deux systèmes atteindront un équilibre. Dans tous les cas, le bitcoin l'emporte. La seule question est de savoir si vous conserverez vos bitcoins suffisamment longtemps pour en profiter. Si cette vidéo vous montre que le décret de Trump sur le Bitcoin ne relève pas d'une politique en matière de crypto-monnaie, mais d'une stratégie géopolitique. Si vous comprenez maintenant que la riposte de la Chine va remodeler l'ordre monétaire mondial, alors vous êtes face au véritable enjeu et non à des prévisions de prix ou à une analyse technique, mais à la compétition entre les nations qui domineront la prochaine décennie. Abonnez-vous, car je suivrai de près chaque mouvement de cette guerre des monnaies. Chaque changement de politique chinoise, chaque annonce des BRICS, chaque signal indiquant le vainqueur. Vous verrez le nouvel ordre monétaire se dessiner en temps réel et vous saurez précisément comment positionner vos actifs. Ceci n'est pas un conseil financier, il s'agit d'une analyse géopolitique. La guerre des monnaies a commencé. Trump a tiré le premier coup avec son décret. La Chine se mobilise pour riposter et le Bitcoin est le butin. Positionnez-vous en conséquence. Car lorsque cette guerre sera terminée, lorsque le nouvel ordre monétaire sera établi, vous détiendrez soit les actifs pour lesquels les deux camps se sont battus, soit la monnaie imprimée par les perdants. Le choix vous appartient.